Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette, nouvelle vidéo qui, aujourd'hui va parler, des armes nucléaires et plus précisément de la façon dont fonctionne, un conflit nucléaire en se plaçant, du point de vue, des planificateurs militaires. Donc ce sera basé sur un article qui est paru début 2025, si je dis pas de bêtises, et qui s'inscrit dans un travail que j'ai fait fin 2024, début 2025, pardon, sur les armes nucléaires, sur les conséquences d'un conflit nucléaire, etc., en m'appuyant notamment sur un film, enfin un téléfilm plutôt très connu dans le monde anglo-saxon qui s'appelle Threads et qui est sorti en 1984. Donc cet article sur lequel je vais me baser pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est, on va dire traduit en français, comment fonctionne ce qu'on appelle un échange nucléaire et donc une étude de cas sur, le Royaume-Uni dans les années, 80. Donc c'est un article, qui derrière le côté très technique, très froid, très bureaucratique, justement pour montrer comment travaillent les planificateurs militaires. C'est un article un peu qui pose un peu des questions éthiques sur les armes nucléaires. Donc pour être un peu transparent, moi je suis contre, mais pas pour les raisons liées, enfin, qu'on voit un peu dans le côté collapsologue, je trouve, avec l'hiver nucléaire ou espèce de c'est pas bien, un peu vague comme ça. Moi je suis contre, pas parce que pas simplement parce que les armes nucléaires existent, et c'est justement le but de l'article, c'est vraiment de montrer toute la bureaucratie, la rationalisation qui peut exister derrière ces armes pour mettre en œuvre même si c'est sur le papier, hein, des projets, enfin, une sorte d'industrialisation de la mort, puisque bah, quand on bombarde un pays avec des armes nucléaires, on peut en une journée chiffrer en plusieurs millions de morts. Et donc ce que je trouve intéressant avec cet article, qui est public, c'est aussi de pouvoir approcher quelque chose qui n'est pas fait dans les débats publics, vraiment montrer la logique froide et, comme je disais, froide et bureaucratique qui existe derrière ces armes nucléaires. Donc, pour recomposer, enfin, démontrer comment fonctionnent ces armes nucléaires, enfin, pas au sens techniques, mais au sens comment elles peuvent être mises en œuvre, optimisées, etc. sur le papier, j'ai reconstruit bah, simplement dans l'article toute la démarche un peu, on va dire, mathématique pour y arriver. Donc quand on veut reconstruire quelque chose, enfin, un outil permettant d'estimer ce qu'il faudrait, etc., les seuls points de référence qu'on a aujourd'hui, ce sont bah, tout simplement Hiroshima et Nagasaki au Japon. Donc le but de ce petit paragraphe, déjà, c'est de disposer un peu de données un peu chiffrées sur deux villes pour savoir à peu près instantanément, malheureusement, combien de gens ont pu, enfin, instantanément, puis on va dire dans les semaines, mois qui ont suivi, combien de personnes ont pu décéder en termes de pourcentage de population. Et ceci pour rappeler quelque chose d'important, c'est que les gens ne savent pas toujours, et que je montre dans l'article en détail. Alors ça peut me mettre mal à l'aise, mais c'est comme ça malheureusement. On ne peut pas prendre les chiffres d'Hiroshima, par exemple, reprendre la puissance nucléaire de l'arme de l'époque, qui était, on va dire, dans la dizaine, vingtaine de kilotonnes, et essayer de deviner des chiffres de manière linéaire si par exemple on prend 1 mégatonne ou 500 kilotonnes, etc. Donc il y a un travail à faire que je montre pour arriver à des estimations correctes. Donc je montre quelques photos qui sont importantes, je trouve, par rapport à Hiroshima et Nagasaki, pour les gens les connaissent, mais pour se rappeler pour se souvenir de la puissance que ces armes ont eu quand elles ont pardon, explosé au-dessus de ces villes. Donc là, vous avez Hiroshima, donc c'est avant la guerre. Les cercles concentriques, pardon, les cercles tout court, ça montre on va dire le niveau de gravité en termes de destruction avec la sorte de petite croix au milieu, c'est on va dire le point zéro, là où approximativement pardon, le centre de l'explosion se trouvait. Donc ça c'est avant. Et ça, c'est après. Donc, bah, ce qu'on voit, c'est que la ville, elle est complètement. Il y a plus de ville, quoi. On voit encore un peu le tracé des rues, etc. Il y a peut-être quelques bâtiments, notamment ceux de l'époque qui étaient antisismiques et en béton, qui sont debout, mais sinon, la ville, elle n'existe plus, malheureusement. C'est quelque chose qui était quasi instantané, avec après, bon, des conséquences de l'incendie, etc. Mais la destruction a été massive et d'un seul bloc. Ça, c'est une autre vue un peu plus, on va dire, aérienne, un peu plongeante, hein, pour se rendre compte, pardon, de l'ampleur des dégâts. Et vous avez la même chose avec
Nagasaki, donc pareil, hein, vous avez au-dessus de la ville avant le bombardement, et vous avez la même photographie aérienne après. Donc on voit qu'effectivement il n'y a absolument plus rien, il n'y a plus rien debout, et plus beaucoup de gens qui malheureusement, bah, la plupart des gens simplement qui étaient au plus proche de l'explosion, malheureusement n'ont pas survécu à ce qui s'est passé. Et donc par rapport à cette histoire de puissance des armes nucléaires, c'est important de le rappeler. Alors c'est encore une fois, ça ne met pas très à l'aise, notamment parce qu'il va y avoir besoin de composer une formule. C'est important de rappeler que, bah, en gros, quelle que soit la taille de l'arme nucléaire, à un moment, je veux dire, si vous avez que, je sais pas moi, 30 personnes qui vivent là où elle tombe, bah, il n'y aura pas plus, malheureusement, que 30 personnes qui risquent de mourir. Et un autre phénomène que je montrerai après en détail dans l'article, c'est que c'est pas parce que l'arme nucléaire est plus puissante, donc qu'elle a un rayon on va dire, d'effet qui est plus important, euh, que le nombre de décès augmente proportionnellement. Notamment, c'est le cas aujourd'hui avec les villes modernes, où vous avez bon, des fois des centres qui sont très denses, mais vous avez un énorme étalement urbain. Et donc, bah, si effectivement vous avez une forte densité, on va dire, au centre, mais que la plupart des gens vivent très loin en périphérie, euh, les effets ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui a été fait pour obtenir ce qu'on appelle une formule un peu bon, simplifiée, mais dont disposent un peu des militaires pour faire ces estimations, c'est l'exercice Square Leg. En fait, Square Leg, c'est un exercice des années 80 au Royaume-Uni, qui a été fait sous le gouvernement Thatcher, si je dis pas de bêtises, pour, sur le papier, se faire une idée un peu du scénario du pire en termes de destruction, de mort, etc. Et également pour tester, on va dire post-attaque, un peu le niveau de, de réaction des entités, enfin de tout ce qui est les branches du gouvernement, que ce soit l'armée, la police, des civils, etc. Donc c'est un exercice qui était normalement confidentiel, mais dont à l'époque quelques éléments avaient filtré dans la presse, et ça avait créé un certain nombre de débats comment on appelle ça, au Royaume-Uni. Donc en gros, ce qui est un peu ressorti de l'exercice, en fonction hein, de ce qui aurait pu tomber sur le Royaume-Uni, on était sur quelque chose, on va dire, de l'ordre de peut-être 30 à 35% de la population du Royaume-Uni de l'époque, en partant du principe que contrairement à ce que fait Square Leg, sans doute que l'Union soviétique n'aurait pas attaqué des toutes petites villes, sauf vraiment si elles avaient une valeur très stratégique, n'aurait peut-être pas attaqué des villes de 4000 ou 10 000 habitants. Donc en gros, à l'époque de l'exercice Square Leg, ce que j'explique dans l'article, c'est qu'en gros, au Royaume-Uni, vous avez peut-être trentaine, quarantaine de villes qui ont un vrai intérêt. Donc vous avez des centres politiques, bon, bah, vous avez Londres, vous avez des fois des villes moins connues de province, notamment dans le sud, des ports, etc., qui sont souvent des ports enfin, qui accueillent des fois des bases militaires. Vous avez des villes des fois un peu moins connues, mais qui peuvent avoir une valeur sur le plan, enfin à l'époque en tout cas, encore une valeur industrielles, des fois des choses un peu de l'ordre du symbolique, par exemple Oxford et Cambridge, parce que c'est notamment des centres éducatifs majeurs, et notamment c'est là où se forment les élites britanniques. Et donc voilà, il fallait un peu essayer de déterminer ce qui pourrait être un peu, j'aurais pu le considérer comme des cibles valables pour l'Union soviétique. Et donc, une des choses qui était ressortie quand j'ai fait mes premiers calculs, c'est que par rapport aux chiffres des fois qui étaient donnés à l'époque, pour atteindre certains chiffres, il aurait vraiment fallu un niveau de destruction massif qui n'était pas forcément tout simplement garanti à l'époque. En gros, ce que j'explique, c'est qu'il aurait fallu à la fois détruire les cœurs de ville et détruire en plus en grande partie les aires métropolitaines, ce qui n'était pas du tout garanti. Donc voilà. Donc ensuite, je fais un petit rappel, on va dire un peu, alors sans rentrer dans le détail de comment les armes nucléaires marchent, mais en gros, pour la base, en gros, il y a deux modes de détonation des armes nucléaires. C'est ce qu'on appelle en anglais un ground burst. Donc c'est une explosion qui est soit au sol ou au plus proche en tout cas du sol, et ce qu'on appelle des airbursts, donc des détonations aériennes. Donc quand on veut détruire des choses euh, enterrées, un peu en dur si je puis dire, par exemple un bunker, un silo ou une base aérienne, souvent on va faire un ground burst, parce que ce qu'on veut c'est créer un cratère tout simplement.
Donc les airbursts, c'est l'inverse, donc c'est une détonation aérienne, souvent à une altitude calculée, souvent pour deux raisons, parce que par exemple si on prévoit d'occuper la ville avec des militaires, en fait le fait qu'elle détonne en l'air réduit le niveau de radiation qui risque de se trouver au sol, donc si vous avez besoin d'occuper la ville, il ne faut pas qu'elle soit complètement irradiée. Et en plus de ça, souvent c'est beaucoup plus puissant, parce que comme illustré avec ce petit schéma, comme elle explose en l'air, en fait, en gros, ça fait des ondes de choc un peu multiples, et donc ça détruit tout. Donc c'est souvent ce qu'on privilégie pour les villes. Donc les villes, effectivement, bon, elles ont des fois des bâtiments renforcés, des fois, je sais pas, en béton armé, des choses antisismiques, etc. Mais bon, souvent dans beaucoup de villes, même quand vous vous baladez, hein, il y a beaucoup de bâtiments qui sont pas, entre guillemets, plus solides que ça, voilà. Donc voilà le schéma qui explique un peu au début de la détonation avec la boule de feu qui monte, etc. Puis les ondes de choc, c'est simplifié. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, les armes nucléaires d'un point de vue d'un planificateur, il faut se projeter un peu sur comment fonctionne l'architecture urbaine. Donc dans les années 80, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, les villes ne sont plus on va dire heu, des choses un peu isolées et puis entourées on va dire, de champs ou de forêts ou de nature, de ce que vous voulez. Beaucoup de villes, de grandes villes, même on va dire des villes moyennes, sont souvent bon, vous avez effectivement la ville un peu historique et tout autour, vous avez des banlieues, vous avez des zones, des fois industrielles, des zones commerciales, vous avez des fois des villes nouvelles et cetera et donc c'est ce qu'on appelle en gros des conurbations. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la ville, vous avez une autre ville un peu plus loin, et en fait, ce que j'explique dans l'article, hein, c'est que vous pouvez vous balader à pied, et objectivement, vous voyez jamais la frontière entre les différentes villes, parce qu'il y a l'étalement urbain, etc. On a installé, je sais pas, une usine là, un centre commercial, des services publics, etc. Et donc, pour des militaires qui observent ça, on va dire, un peu du ciel, ça pose, c'est un peu malheureux à dire, ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, déjà dans les années 80, encore plus aujourd'hui, les villes ne sont plus, il n'y a pas tout qui est concentré au milieu du cœur, on va dire, un peu historique de la ville. D'ailleurs, c'est souvent le contraire. Des fois, le cœur, bon, dans des villes connues, peut être économique avec bon, un certain nombre de choses, etc., qui sont dans le centre, mais souvent, on a des fois délocalisé, je sais pas moi, des usines. Euh, on a ouvert des nouvelles zones d'habitation, même des fois dans certaines villes, hein, des fois il y a des services publics qui peuvent être un peu délocalisés, même des choses institutionnelles, enfin donc voilà, donc ça pose beaucoup de problèmes. D'un point de vue évidemment d'un planificateur, euh, tout simplement militaire. Donc j'explique un peu la méthodologie pour l'article, que j'ai utilisé en fait un mix pour les données hein, en termes de population, entre des données un peu des années 80 et des fois un peu des choses un peu plus, on appelle ça, récentes. Quand des fois j'avais pas forcément des données très actualisées, ou quand des fois les villes ont beaucoup évolué en termes d'architecture urbaine. Donc voilà, c'est un choix de méthodologie. Donc, ce que j'explique, c'est que l'Union soviétique, dans les années 80, n'aurait pas fait ce qu'on voit des fois un peu de manière caricaturale, c'est en gros, on met une grosse bombe au milieu de la ville et puis on voit un peu ce qui se passe. Par exemple, si on prend, je le fais avec plusieurs villes, vous verrez. Par exemple, avec Londres, oui, on pourrait mettre juste une bombe au milieu de Londres, mais Londres, en fait, c'est pas juste un centre politique. Vous avez des aéroports, vous avez des infrastructures, éventuellement, même c'est un peu fermé aujourd'hui avec les Docklands, enfin bref, vous avez des infrastructures portuaires, vous avez un certain nombre de choses qui sont éparpillées, non seulement, on va dire, dans Londres, mais tout autour enfin, dans tout, enfin, vous avez ce qu'on appelle le Grand Londres en Angleterre. Et donc, ce que je montre ici, c'est des cibles un peu possibles, donc c'est bon, c'est un peu primaire. Vous avez effectivement le cœur de Londres, vous avez trois aéroports, vous avez les Docklands, etc. Donc, ça peut multiplier les impacts. Et donc, c'est un peu dur à dire, mais c'est un peu des fois un casse-tête pour les planificateurs, parce qu'en gros, bah, aujourd'hui, les villes sont des conurbations, des fois même, on parle même de mégapoles, quand des fois, quand en gros, vous avez deux grosses villes qui finissent elles aussi par se toucher parce que vous avez l'étalement urbain, etc. Et donc, ça pose des questions d'ordre un peu, je sais pas comment dire, stratégique ou tactique, pour savoir un peu comment répartir l'armement sur ces villes. Vous avez plusieurs cas qui sont faits, par exemple comme le Grand Manchester. Vous avez également, parce que ça c'est la ville, c'est autour de cette ville que se déroule le film Threads, autour de Sheffield, pour montrer que là aussi, euh, vous avez bah, des architectures urbaines qui sont très variées. Par exemple, alors, c'est présenté comme une conurbation, on va dire autour de Sheffield Doncaster, c'est un peu plus
compliqué que ça parce qu'en fait, ce qui est souvent très étalé, c'est essentiellement du résidentiel. Mais bon, voilà, vous avez différentes architectures qui existent, vous n'avez pas de schéma linéaire. Vous avez ici ce qu'on appelle la conurbation des West Midlands, donc qui est extrêmement urbaine, mais qui est très étalée, quoi. Vous avez effectivement Birmingham, et vous avez un aéroport, vous avez des villes, des choses industrielles autour de Wolverhampton, vous avez Coventry, qui était également une ville industrielle à l'époque, etc. Donc en fait, les planificateurs à l'époque ont dû sans doute prendre chacune des villes et puis vraiment réfléchir à ce qu'ils voulaient faire ou ne pas faire. Sachant qu'en plus, bon, bah, pour le dire, hein, les armes nucléaires, c'est pas illimité, il y a un stock, etc. On fait pas comme on veut. Donc en gros, le premier calcul qu'on fait pour reconstruire la formule, euh, une formule un peu similaire à ce que font les militaires, c'est dans l'exercice Square Leg, on parlait d'à peu près 210 mégatonnes pardon, au total sur le Royaume-Uni, donc une moyenne d'environ 1,5 mégatonnes par bombe. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 140 bombes de différentes tailles qui sont tombées sur le Royaume-Uni. Donc en fonction des chiffres de morts, on va dire au total sur le Royaume-Uni dans l'exercice, entre 20 et 29 millions, on peut faire un calcul de savoir, entre guillemets, combien une bombe tue de personnes. Donc, avec 20 millions de personnes, ça fait environ 143 000 personnes, et avec 29 millions, ça fait 200 000. Donc, comme je suis un peu le scénario du film Thrones, et comme le film est quand même assez réaliste sur ce point-là, il faut comprendre que en cas d'attaque, ils vont pas attaquer que les villes. Ils vont sans doute attaquer des infrastructures, notamment bah, militaires, des choses industrielles, des centrales, des ports, notamment pour conteneurs. Et donc, je veux dire, les bombes ne vont pas tomber que sur des villes. Donc, je rappelle notamment qu'un des débuts, une des premières choses sans doute qui serait faite, et c'est expliqué dans le film, ce serait ce qu'on appelle un EMP, c'est-à-dire euh, ils vont faire exploser une tête nucléaire à haute altitude dans l'atmosphère, dans le but de créer une impulsion électromagnétique, et donc comment on appelle ça, tout simplement désorganiser tout ce qui est réseau électrique, notamment télécommunications, etc. Donc je rentre un peu dans ce qui a pu se passer dans le film à ce moment-là. Bon, c'était l'Union soviétique, c'est la guerre froide, donc ce qui est imaginé, c'est comment où l'Union soviétique déclenche son EMP. Euh, Dans le même temps, les troupes soviétiques et du pacte de Varsovie probablement traversent la frontière est-allemande pour entrer en Allemagne de l'Ouest. Voilà. Donc après, il y avait des réflexions sur ce qui aurait pu être un scénario d'attaque probable, enfin sur pourquoi les dirigeants soviétiques auraient décidé de passer à l'attaque, mais c'est pas forcément le centre de l'article. Donc ensuite, on va dire, il est sur le début vraiment de l'échange nucléaire. Ce qui se passe, c'est que ce qui va être attaqué, c'est immédiatement, c'est pas des villes, ce sont probablement des infrastructures, donc à la fois militaires, donc des bases, etc., des aéroports, des centrales nucléaires ou conventionnelles, et des raffineries pétrolières, parce qu'en gros, si un pays n'a plus ces infrastructures, n'a plus de ports, n'a plus de centrales électriques, n'a plus de centrales nucléaires, au charbon, si vous voulez, ou de raffineries, etc., ça risque de poser de très gros problèmes à, euh, à très court terme. Et puis en plus, bon, si on attaque des bases militaires, etc., en plus, on endommage la capacité du pays à répondre. Et donc, en gros, ce qui a été fait, c'est qu'on a déduit environ une euh, quarantaine d'armes, on va dire, pour ces infrastructures. Et donc, du coup, ça a permis de remonter un peu l'estimation du nombre de décès par armes nucléaires quand elles vont tomber sur les villes. Et donc là, on passe à quelque chose entre 344 000 et 500 000 personnes par bombe, indépendamment de sa puissance en termes de kilotonnes ou mégatonnes. Donc, ce qui se passe ensuite, ce qui paraît logique, c'est d'attaquer les hubs économiques et industriels, bon, politiques, etc. Donc, pour expliquer comment on a un peu monté la formule, je vais l'expliquer un peu en détail après. J'ai repris en fait un peu les chiffres d'Hiroshima et Nagasaki qui parlaient de choses autour de 25-30%, donc ça dépend des estimations qu'on a. Et donc j'ai pris un chiffre un peu arbitraire, 15%, et donc j'ai rehaussé, et j'ai fait une division entre l'aire métropolitaine, enfin la banlieue, ou vous appelez ça comme vous voulez, et vraiment le cœur de ville. Donc ce qui serait logique, c'est quand une arme tombe quelque part, potentiellement 85% de la population qui est dans le cœur de ville, malheureusement, sera amenée à décéder, et 50% pour l'aire métropolitaine. Donc voilà, donc je présente un peu ces chiffres, et j'explique que bah, vous allez avoir des choses qui peuvent paraître un peu anormales comme ça sur le papier, mais qui sont logiques. Par exemple, à Manchester, vous auriez proportionnellement moins de gens qui décèdent que dans une ville comme Plymouth, mais tout simplement pour une raison simple, c'est que
euh, Manchester. Bon, il y a le cœur historique, mais c'est une ville qui est très, 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 qui est une aire métropolitaine très large. Vous avez beaucoup de gens qui vivent en fait en banlieue ou dans les villes satellites, etc. Contrairement à une ville comme Plymouth où bah, la plupart des gens ils vivent dans Plymouth, il n'y a pas vraiment de banlieue, etc. Enfin, il n'y a rien entre guillemets pour absorber le choc. Donc, ce qui a été compris un peu avec différents essais pour retomber sur les bons chiffres, ce sont ces deux formules en fait qui ont été composées. Donc, pour ceux qui connaissent quelque chose en ce qu'on appelle en machine learning, quand on a un problème complexe, souvent pour le résoudre, on fait appel à ce qu'on appelle un kernel. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des dizaines, des centaines de paramètres, on essaye d'identifier ce qui compte le plus. Et donc, ce qui a été compris par rapport aux chiffres de Square Leg et par rapport aux tests qui ont été faits avec un certain nombre de simulateurs, c'est que ce qui est important, c'est effectivement la densité urbaine un peu brute, hein, quoi, on va dire, entre le cœur de ville et les aires métropolitaines. Et en gros, c'est un peu la variable la plus importante. Et ensuite, pour reconstituer un mégatonnage, on s'appuie sur entre guillemets, le nombre de personnes qui pourraient décéder. Ce qu'on estime un peu être la moyenne de décès à chaque fois qu'une bombe explose quelque part. Et donc on fait une multiplication par le mégatonne, la valeur mégatonne moyenne des armes avec l'exercice Square Leg, et on peut trouver des estimations. Donc en gros, ce qui est fait dans l'article ensuite, c'est on met tout simplement en œuvre la formule pour montrer un peu ce qui pourrait arriver, enfin ce qui pourrait arriver malheureusement en termes d'essai, et surtout, même si c'est un peu tabou, ce que ça va tout simplement requérir en termes de puissance d'arme pour arriver à ces résultats. Et donc vous avez différents tableaux qui sont faits tout au long de l'article. Et donc là, ce qui est la chose sur laquelle un peu on table, c'est quelque chose autour de 4 millions de 4,4-4,5 millions de personnes à Londres. Donc ça inclut l'aire urbaine, hein, bien sûr. Et donc une puissance en mégatonnes estimée entre 13 et 19 millions de mégatonnes. Donc on verra ce que ça représente ce qui est possible dans la réalité. Donc ensuite, ce qui est logique, c'est qu'ensuite un certain nombre de villes industrielles, bon c'est dans les années 80, aujourd'hui c'est très différent au Royaume-Uni, soient ciblées. Donc vous avez des villes qui sont encore importantes aujourd'hui comme Manchester, Birmingham, Coventry, etc. Donc notamment, c'est ce dont parle le film en disant, notamment ce qui compte, hein, c'est les télécommunications, pardon, l'énergie, tout ce qui est acier, produits pétrochimie, etc. Donc, en gros, sur toutes ces villes qui seraient ciblées, ça représenterait potentiellement pour y avoir 10 millions de victimes, et donc quelque chose en cumulé pour toutes ces villes entre 31 et 45 mégatonnes, tout simplement. Donc là, c'est pareil, c'est la même formule qui est mise en route pour toutes les villes, avec une estimation haute et basse de ce qu'il faudrait comme puissance explosive pour y arriver. Donc j'intègre ce dont je parlais tout à l'heure, donc enfin en début de vidéo, donc ce qu'on appelle des cibles symboliques un peu psychologiques, donc là en l'occurrence Oxford et Cambridge. Et donc ensuite les choses un peu s'accélèrent, c'est-à-dire que quand on commence à utiliser des armes nucléaires comme ça, dans le cadre d'un échange entre plusieurs pays, il y a un moment où ça peut partir, enfin échapper un peu à tout contrôle. Et donc des cibles complémentaires simplement sont ajoutées à la fois bon, pour essayer de neutraliser davantage le pays en question, également pour multiplier les dommages. Donc si vous voyez quelque chose qui est intéressant, c'est que petit à petit, à un moment, plus on va vouloir intégrer de villes, plus l'efficacité en quelque sorte va tout simplement diminuer. Tout simplement parce qu'à un moment, et bah, vous allez, une fois que vous avez détruit simplement bon, bah, les grandes villes, là en l'occurrence du Royaume-Uni, vous avez détruit Londres et puis un certain nombre d'autres grandes villes. Bon, les grandes villes économiques, industrielles, bah, à un moment, ce que vous avez détruit malheureusement, c'est des villes qui sont tout simplement très petites, hein. Des fois des villes qui ont, je sais pas, 50 000, 10 000 habitants, puis après vous avez des villes encore plus petites. Donc simplement, à un moment, vous pouvez effectivement tout détruire, mais il y a un moment où ça risque de... Enfin, c'est pas que c'est pas pertinent, mais je veux dire qu'à un moment, ça finit par ne plus avoir du sens d'un point de vue logique. Et notamment, c'est ce que j'explique, c'est qu'à un moment, notamment quand les villes risquent de devenir un peu trop, on va dire, petites, à un moment, vous risquez de... Bon, c'est peut-être un peu tabou, hein, mais vous risquez d'utiliser des armes qui sont disproportionnées par rapport à la taille
de la cible, tout simplement. Donc, quand je reviens sur ce qu'on appelle, on va dire, un peu la fin de la journée, ce qui s'est passé dans le film, c'est le 26 mai. Donc, on a quelque chose entre 60 et 87 mégatonnes qui ont été utilisés pour détruire les villes les plus importantes du Royaume-Uni. Et donc, vous avez cette carte qui a été recomposée en fait avec des cartes des années 70, ou des fois un peu fin des années 70, qui sont des cartes aujourd'hui qui sont plus confidentielles, donc qui sont accessibles au grand public, qui ont des fois été reprises dans la presse britannique pour présenter ce qu'aurait pu être un peu les scénarios du pire. Donc en noir, vous avez un certain nombre de villes. En rouge, vous avez tout ce qui est des zones plutôt militaires. En bleu, c'est ce qui est de l'ordre plutôt des raffineries. Le sorte de, alors je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit saumon, je crois, je suis gouré. C'est ce qu'on appelle un peu les centrales, que ce soit nucléaire ou charbon ou etc. Quoi, voilà. Donc vous avez un, bon ça c'est vraiment un scénario catastrophe, mais vous avez voilà un Royaume-Uni qui est complètement dévasté quoi. Donc c'était important de rappeler que c'est pas seulement du théorique, c'est du pratique. Et donc j'ai repris cette photo d'Hiroshima qui a été faite dans les jours suivant le bombardement. Et c'est une photo qui est assez marquante, quoi. Bon, vous avez un certain nombre d'immeubles ici qui ont survécu, plus ou moins, sans doute peut-être les façades et puis un peu l'intérieur, mais tout absolument été détruit autour. Donc je fais ensuite une grande table avec bah, toutes les villes qu'on avait utilisées avant comme cible un peu test. Et donc on retrouve les mêmes choses. La population, ce qui est l'ordre combien, on va dire en pourcentage de population vit dans le cœur de la ville, le ratio cœur de ville et puis aire métropolitaine, le pourcentage de personnes qui pourraient décéder, le nombre de morts, le nombre de survivants, et puis l'estimation on va dire l'estimation la plus basse et la plus haute en termes de mégatonnes. Donc, pour comprendre comment des militaires travaillent, il faut comprendre qu'au-delà de ces chiffres, par exemple, je sais pas moi, 19 mégatonnes pour Londres, il faut comprendre que dans l'exercice, dans l'article que j'ai fait, on a 58 bombes, mais on doit détruire 39 villes. Et donc le problème, c'est que les bombes ne sont pas fractionnables, c'est-à-dire on peut pas mettre une moitié de bombe comme ça quelque part, etc. Donc il y a un moment, ça c'est un sujet qu'on voit rarement évoqué en public, c'est pour ça que c'est important d'en parler. À un moment, il va falloir, d'une manière algorithmique, optimiser en fait l'arsenal pour à la fois toucher toutes les villes, multiplier les dommages et garantir une utilisation bah, qui soit optimale du stock d'armes nucléaires. Donc une des premières tables, c'est donc on reprend les villes, la population, le mégatonnage estimé. Et alors c'est fictif, mais on prend différentes armes nucléaires, donc 4,5 mégatonnes, 3,5, 3, 2, jusqu'à 500 kilotonnes. Et ce qu'on essaie de traduire, c'est le mégatonnage estimé pour la ville, ou les kilotonnes, etc. Et ce que ça pourrait prendre comme forme en termes d'armes utilisées. Donc par exemple, pour atteindre l'objectif sur Londres, il faudrait 38 bombes de 500 kilotonnes, mais seulement 4 de 4,5. Et donc cet exercice est fait avec l'ensemble des villes utilisées dans cet article. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, quand on va arriver sur des petites villes, à un moment, par exemple, ici on a la colonne des 500 kilotonnes, par exemple une ville comme Londonderry, il faudrait quelque chose comme 370 kilotonnes, mais dans notre cas fictif, bah, c'est une arme qu'on n'a pas en fait. Et donc il va falloir utiliser une arme de 500 kilotonnes. Et plus vous allez aller vers des petites villes, imaginons dans un cas figé où vous avez que des armes de 500 kilotonnes, et donc bon, vous pouvez détruire les villes, mais vous allez utiliser des armes, enfin, des armes qui sont complètement, on va dire, disproportionnées par rapport à ce qu'il faudrait en termes de puissance. Donc c'est un sujet un peu tabou, mais les militaires se posent la question un peu tout simplement de la rentabilité entre ce qui est prévu et ce qui pourrait rentrer au mieux dans l'arsenal. Donc j'en parle un petit peu après dans ce paragraphe. Aujourd'hui, on a beaucoup développé ce qu'on appelle comment on appelle ça, des armes, on va dire, avec des charges explosives, on va dire, personnalisables en quelque sorte. En gros, l'idée, c'est de ne plus avoir des armes, d'avoir un stock un peu à l'infini. Donc, un exemple que je donne, c'est l'USP 16 Mod 3, qui peut avoir plusieurs valeurs. Donc, elle peut aller ça peut avoir 170 kilotonnes, 60, etc. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir une arme qui peut être paramétrée pour différents usages plutôt que d'avoir une arme de 60 kilotonnes, une de 170, une de, je sais pas, 1 kilotonne, etc. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui fait un peu polémique parce que ça relance un peu
par la course aux armements. Et donc, ce que je montre un peu sur le papier, c'est ce processus qui peut exister avec des logiciels automatisés dans les forces armées où bah, tout simplement on va répartir au mieux le matériel. Donc bon, par exemple 4,5 ou 1,5 mégatonnes, c'est pas garanti que ça existe comme 2 mégatonnes, etc. En plus, ça pose des problèmes techniques parce que c'est, même avec on va dire la miniaturisation, c'est des armes qui sont lourdes à transporter par, que ce soit par fusée ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire, on peut réussir ce petit exercice algorithmique pour répartir le matériel de manière, on va dire, équitable sur l'ensemble des villes. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue de planificateur militaire, parce que là, on a des chiffres dans un tableau. Le problème, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en début de vidéo, les villes ont des architectures urbaines qui sont très complexes, qui ne sont pas linéaires. Etc. Et donc, dans certains cas de figure, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on se retrouve à ne déployer qu'une seule arme nucléaire, mais ça couvrira pas forcément toute la ville ou toutes les cibles qu'on avait prévues sur le papier, parce que tout simplement, bah, à un moment, le modèle papier rencontre un peu la réalité pratique du stock, et donc bah, on va devoir faire des arbitrages. Donc pour des petites villes comme Londonderry, c'est pas un gros problème, mais par exemple, je ne sais pas, pour une ville comme pour la conurbation de Sheffield, par exemple, ça va poser un certain nombre de problèmes, parce que, comme je l'ai montré sur la carte, la conurbation est... il y a plusieurs grandes villes, on va dire un peu villes identifiées, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ces villes, et donc à un moment, bah, si on ne peut pas mettre tout ce qu'on a prévu, ça pose des problèmes. Mais c'est intéressant de le voir, pas pour prendre du plaisir ou fantasmer sur ça, mais pour comprendre en fait que les militaires, les armes nucléaires, c'est pas, ça passe côté un peu punition divine, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est utilisé, c'est pensé et mis en œuvre comme des armes classiques, hein, comme on optimise des balles pour des fusils ou des obus pour des tanks et pour des canons. Enfin, les armes ne sont pas utilisées comme ça. C'est tout un travail, pas simplement, malheureusement, qui est fait en amont, tout simplement, d'études, etc. Et donc, je parle aussi de ce qui peut exister, dont des fois on parle pas, mais c'est important de le savoir, hein, à un moment, quand on optimise déjà comme ça, on peut encore, optimiser. Ce qui se passe, c'est que au Royaume-Uni et dans d'autres villes, des infrastructures dont j'avais parlé en début de vidéo sont localisées à proximité ou des fois dans les villes. Par exemple, Liverpool, le port de Liverpool, il est au milieu de la ville. Donc à un moment, on peut optimiser, parce que simplement, bah, si on sait que si on détruit une infrastructure, ou est-ce que malheureusement détruire la ville à tel niveau, et donc simplement c'est pas la peine de remettre X bombes simplement sur ces villes, et donc on peut déduire des bombes déjà utilisées pour les infrastructures et pour d'autres cibles, etc. Mais bon, c'est tabou, mais c'est important de le savoir, je trouve, d'avoir des débats transparents sur ce que ça implique. Donc ce qui est important, c'était de quand même tester un peu la formule pour pas qu'elle marche comme ça que sur le papier, tout simplement. Donc, j'ai utilisé un outil qui est, enfin, site internet qui est très connu en ligne. C'est un Américain qui l'a monté, qui s'appelle NukeMap. Et donc, j'en parle aussi dans un autre article enfin, c'est une étude comparative sur plusieurs modèles d'estimation pour pour la guerre nucléaire. Donc, c'est un outil qui est quand même considéré comme robuste, qui est souvent repris dans la presse, etc. La méthodologie n'est pas toujours très transparente, notamment sur les estimations, etc. Mais ça permet de se faire des idées. C'est un outil qui est grand public, et donc de le comparer un peu avec la formule qu'on a remontée, etc. Pour comparer. Et donc j'ai fait dans la suite de l'article des tests avec différentes villes, et donc souvent on a des résultats qui sont plus ou moins, enfin relativement proches. Par exemple, souvent on arrive à atteindre des taux comme 70% de l'estimation calculée avec ma formule, ou des fois voire plus, par exemple comme une ville pour Plymouth, on est quasiment à... alors Plymouth, c'est plutôt quasiment 90% de ma valeur estimée qui est retrouvée, quoi. Voilà, donc on a fait différents tests comme ça. Et donc ça permettait un peu de tester la formule en action, et donc de valider la formule pour une estimation tout simplement rapide. Donc pour faire, alors pas pour faire une pause, mais pour montrer un peu comment ça marche, je vous rappelle qu'en début d'article, j'avais montré le schéma euh, d'une explosion aérienne, et donc ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer deux vidéos. Ce sont des essais nucléaires, je ne dis pas de bêtises, qui sont américains. Et donc que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est en vrai une boule de feu quand l'arme nucléaire explose on va dire, entre guillemets, à haute altitude. Donc ça, vous avez l'effet avec une arme de
avec 9 mégatonnes. Oui, c'est très instantané, puis la boule de feu tout simplement finit par grossir. Et donc ce qu'on voit pas forcément là ici, qu'on voit mieux sur la deuxième vidéo, c'est qu'à un moment elle va finir par s'élever dans tout simplement en altitude. Donc c'est ce qu'on voit avec cette vidéo. C'est, je crois, fait peut-être dans le Pacifique, quelque chose comme ça. Et donc là, on voit la boule de feu qui se forme tout simplement à l'explosion. Et si on voit un peu sur l'écran, on voit que petit à petit, elle finit par montrer. Donc bon, là, ça se voit pas forcément très bien, mais il y a les ondes de choc, etc., qui se produisent. Et puis après, bon, pour ceux qui connaissent les photos, il y a tout simplement, il va y avoir le champignon, etc., avec la fumée après l'explosion. Donc, pour revenir sur NukeMap, qui est ici, ce que je vais faire, c'est mettre en œuvre la formule que je vous ai montrée dans l'article précédent. Donc j'ai repris un des tableaux, enfin simplement la première ligne comment on appelle ça, avec Londres, pour montrer, on va dire, un peu en action comment ça marche. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux par exemple prendre une ville, c'est une ville en France, donc, qui s'appelle Toul. C'est pas une très grosse ville, c'est une ville de 30 000 habitants environ. Donc normalement, alors ici il n'y aura pas les chiffres, mais je pense qu'en français, d'ailleurs c'était un des intérêts de la formule, c'est qu'elle a été bâtie avec des données totalement publiques. Donc soit on va dire la formule a été faite avec un peu de rétro-ingénierie, mais les chiffres utilisés sont des données démographiques qui sont totalement, comment je pourrais dire, publiques. Donc c'est une ville à peu près qui fait, ouais, on va dire... Ouais, dans les populations urbaines, donc ça fait dans les 20 000 habitants. Donc ça fait dans les, on va dire, 23 000 habitants. Donc ça va faire quelque chose de l'ordre, donc là 100 millions. 0,023 millions. Voilà, donc à peu près ce qui est prévu. Ça fait combien le chiffre? Ça fait... alors, je vais faire un petit calcul rapide. Donc ça ferait quelque chose comme... on va dire 23. Donc ça fait à peu près de l'ordre du 65% de la population qui vit dans le cœur de ville. Et donc vous avez un certain nombre de calculs qui sont faits de manière automatique. Vous avez, on va dire, 65% de la population, on va dire, dans le cœur de ville, pardon, et vous avez des estimations en comment je pourrais dire, en la plus faible et la plus haute estimation en termes de mégatonnes. Donc pour trouver Toul, c'est plus simple que je mette sur Nancy, parce que je ne l'avais pas trouvé quand j'avais fait le test. Donc Toul, c'est juste à côté. Hop, je balade la cible. Donc c'est comme ça que marche un NukeMap. Donc en gros, vous pouvez choisir une ville, hein, pour tester. Donc je vais la mettre assez centrée, même si dans la réalité, les gens ne savent pas toujours. Le centrage théorique n'est pas garanti parce que tout simplement, bah, alors ça dépend ce qu'il fait, c'est, enfin, une fusée, un engin, ce que vous voulez. Il n'y a pas une précision millimétrique garantie. Mais bon, pour faire un test comme ça, c'est pas forcément très grave. Donc ce qui est estimé, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose de l'ordre de 50 kilotonnes à peu près. 50 kilotonnes. Donc on choisit une option en Airbus, on va afficher les royalties. Donc vous avez, pour présenter simplement, vous avez en première option, vous pouvez choisir des villes un peu par défaut, des grandes villes, des capitales, etc. Vous pouvez effectivement nommer une ville qui vous intéresse, je sais pas, Londres. Bon, là j'ai fait des tests avec un certain nombre de villes. Vous pouvez choisir un kilotonnage ou un mégatonnage de votre choix. Vous avez également un preset avec des armes nucléaires historiques ou toujours en fonction, on va dire toujours en usage, pour voir un peu ce que ça donne. Et donc vous pouvez sélectionner le type d'explosion. Donc moi j'ai pris un Airburst, c'est une détonation aérienne. Vous pouvez le faire également en surface. J'affiche également le nombre de personnes, enfin le nombre de victimes, et je fais quelque chose qui est important. Je vais optimiser l'overpressure. En fait, quand les militaires veulent malheureusement veulent réaliser des dégâts très importants sur une ville, ils vont optimiser en fait l'altitude. En gros, si là, on va dire simplement, si la bombe explosait trop haut, les dégâts seraient pas aussi importants au sol. Et on va dire c'est trop proche du sol, les dégâts vont ser importants, mais ce serait plus limité. Donc il faut trouver une bonne, tout simplement une bonne altitude. Donc là, je fais détonner. Et donc, on va voir les chiffres qui s'affichent.
pense qu'il est calculé par mois ou par NucMap. Donc je pense que ce serait moins, pas tout à fait. Combien ça fait? Ça fait 11 000. Je pense qu'il faudrait plutôt 70 mégatonnes. Je pense qu'il faudrait plutôt l'estimation plus conséquente. Bon, sachant que Toul, c'est une ville qui est un peu étendue, entre guillemets. Ça fait 12 000. Moi, je vais calculer quelque chose autour de 20 000. Donc, si je fais, juste pour voir un peu le détail des chiffres, si je vais aller de l'avant. Ah, ok, non, c'est bon, j'avais effectivement pas 20 000 finalement, j'avais je pense, le bon chiffre. Je peux retourner sur 50 pour voir. Je vais remettre comme ça. Donc, ça ferait 16 000 à peu près. Si je remets 50 par exemple, juste pour voir. Donc même à 50, peut-être que je suis dans le bon, effectivement dans le bon chiffre. Donc là j'ai oublié de mettre c'est tout. Donc on serait entre 11 000 et quelque chose comme ça. Effectivement, si je prenais l'estimation avec 70 kilotonnes, je pense qu'on est plus proche de l'estimation. Ça fait combien? Ça fait 16 000, ouais, ça fait près de 17 000. Ouais, c'est ça, ça fait 12 000 à peu près. 12 000, combien c'était? 12 730 divisé par 16 733, 16 733. Donc ça fait à peu près 76% de l'estimation qui est... Enfin en gros, le chiffre calculé avec NucMap représente à peu près 76% de ce qui est estimé avec ma formule simplifiée. Donc en tout cas, au-delà du match parfait avec les chiffres, ce qui est intéressant, et notamment c'est pour ça que c'est intéressant de le montrer en personnalisant, c'est de montrer un peu ce qui se passe. Donc vous avez plusieurs choses. Donc vous avez déjà ici la boule de feu. Donc c'est ce qu'on voyait sur les vidéos tout à l'heure et sur le schéma au tout début de la vidéo. Vous avez quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle comment je peux le dire en français, c'est le périmètre où les dommages, je veux dire, sont au maximum. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. En gros, sur NucMap, si vous ne personnalisez pas, si vous restez sur la valeur par défaut, vous verrez qu'une explosion, on va dire, un peu atténuée. Donc là, on a vraiment pris l'optimisation pour penser comme des militaires, quoi. C'est vraiment penser à une altitude optimisée pour faire exploser l'arme. Vous avez également le rayon, on va dire, pour tout ce qui est de l'ordre des radiations. Vous avez également tout ce qui est, on va dire, les dommages un peu modérés, donc on voit que ça dépasse bien le cœur de... Ça va bien au-delà du cœur de ville, en l'occurrence ici de Toul, et vous avez quelque chose qui est des fois moins connu, mais les armes nucléaires génèrent, on va dire, de la chaleur sous forme un peu, je peux dire, d'une impulsion. Et donc c'est extrêmement grave parce que les gens ne sont pas... dans le cas d'une attaque massive, j'entends c'est grave parce que ces gens ne sont pas tués immédiatement, mais ils sont ces gens sont gravement brûlés. C'est-à-dire qu'ils sont brûlés jusque des fois avec des blessures, avec des brûlures, des fois qui peuvent déboucher en nécrose sur de larges parties du corps. Donc ça pose de gros problèmes en cas d'une attaque massive sur comment on va soigner et prendre en charge toutes ces personnes. Quand vous n'avez qu'une seule ville qui est attaquée, c'est déjà grave. Mais par exemple, tout à l'heure sur le Royaume-Uni, il va falloir, quand vous avez une dizaine, trentaine, quarantaine de villes qui ont été détruites, il va falloir ça va être très compliqué d'organiser les secours pour autant de personnes qui sont grand brûlées, mais à un stade très grave, malheureusement. Donc, pour revenir à l'article, je parle de quelque chose qui est un peu tabou, c'est ce qu'on appelle les MIRV. Aujourd'hui, comme j'expliquais en début d'article, notamment enfin, un peu plus tard dans l'article, un peu plus haut, pardon, aujourd'hui, on fait assez rarement des armes de 1, de 2 ou de 3 mégatonnes. Pour une raison simple, c'est parce que déjà, il faut falloir des lanceurs assez, enfin des fusées ou ce que vous voulez assez spécifiques. Et surtout, ça pose beaucoup de problèmes parce que par exemple, si on attaque une conurbation, s'il faut bombarder en plusieurs endroits avec des armes nucléaires, il va falloir plusieurs fusées. Et donc, on a inventé ce qu'on appelle les MIRV, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir une seule bombe par fusée, on a pris des bombes de taille plus petite.
Et donc, en gros, au lieu d'avoir une fusée avec une seule bombe, dans cette fusée, on va dire dans la partie avec les munitions, vous allez avoir peut-être 5 ou 10 armes nucléaires de plus petite taille. Et donc, en gros, quand on va dire, ça va arriver au-dessus de la ville, l'engin va dire en quelque sorte va s'ouvrir, et vous allez avoir un certain nombre de têtes nucléaires qui vont partir dans différents endroits de la ville avec des simplement qui sont, entre guillemets, si je puis dire, téléguidés par des fusées un peu indépendantes. Et donc, il y a un sujet qui est un peu tabou parce que c'est vendu comme une solution, euh, pas miracle, mais un peu comme le sorte d'eau de gamme, un peu des armes nucléaires. Et donc, je posais la question parce que qu'est-ce qui se passe, par exemple, parce que c'est le cas aujourd'hui avec les conurbations, en termes d'efficacité des armes nucléaires, en prenant une très grande ville, en l'occurrence, si c'est Mumbai. Si on voulait détruire Mumbai, on va dire d'un coup, comme ça, avec une seule arme, il faudrait quelque chose de l'ordre de la Tsar Bomba. C'est une arme qui a explosé en 1961 en Union soviétique. C'est considéré comme une des armes les plus, euh, les plus puissantes au monde. Il n'y a eu qu'une seule arme fabriquée, une seule explosion, etc. Mais c'est ce qu'on a fait un peu de plus gros aujourd'hui. Donc on est quelque chose qui était de l'ordre de 50 mégatonnes. Et donc pour Mumbai, pour vraiment atteindre un résultat puissant d'un coup, il faudrait quasiment 64 mégatonnes. Donc on a effectivement quasiment toute l'agglomération qui est, notamment tout le centre, qui est complètement détruit avec une boule de feu qui est énorme, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, premièrement, ce genre d'arme, ça n'existe pas dans l'arsenal. Il n'y a pas d'arme aujourd'hui de 68 mégatonnes. Et aujourd'hui, on va vers la diminution de de la taille de ces armes. On fait plutôt des choses, comme j'expliquais, de l'ordre de la centaine de kilotonnes, donc 100, 200, 300, 400, 500 si on veut. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, sur le papier, on peut avoir des chiffres de destruction théorique très importants, avec des mégatonnages qui sont massifs. Le problème, c'est que ça n'existe pas dans l'arsenal, et donc on va devoir prendre des armes plus petites. Donc on va faire ce qu'on fait avec les mires, on va essayer de mettre plusieurs têtes on appelle ça, sur la tête nucléaire sur la ville. Et ce qu'on s'aperçoit, quand on voit les chiffres, c'est que va se poser un moment le problème de ce qu'on veut exactement faire. C'est-à-dire qu'à un moment, là, bon, là déjà on a mis deux, on atteint à peu près potentiellement 2 3 millions de personnes qui pourraient décéder instantanément, quand d'un seul coup, on en a 14 millions, et donc ça pose des problèmes à la fois premièrement pour les militaires, parce qu'en gros, on peut remettre d'autres bombes un peu partout hein, sur la ville, mais à un moment, on peut pas, je dirais, tapisser, on va dire, à l'infini la ville. Et puis surtout, ça pose des problèmes en termes de, je pense, de planification civile, parce qu'à un moment, on va se poser la question de quels seraient les points d'impact les plus probables, ce qui va se passer, etc. Et donc, ce qui est intéressant avec cette démonstration, d'un point de vue pure planification militaire, ça pose des questions parce que, en gros, il va falloir mettre plus de bombes un peu partout, mais simplement à un moment, on peut pas retapisser à l'infini. Donc se pose un peu, bon, c'est un peu dur, mais pour des militaires, la question de la rentabilité de ces armes dans le cadre d'un, d'un conflit nucléaire. L'avantage que ça, c'est que les patterns, on va dire, de destruction sont moins prévisibles. Mais à un moment, on va pas mettre, par exemple, là, dans le cas de Mumbai, on va pas mettre, on va dire partout, une dizaine ou une vingtaine de bombes de 455 kilotonnes, comme ici sur l'exemple. Donc, à un moment, il y aura il va y avoir des choix à faire, quoi. Et donc ça pose des questions un peu sur tout cet emballement qui existe autour des mires, sur leur efficacité réelle si ça devait, enfin, si elle devait un jour être utilisée. Et donc pour conclure l'article, on a fait effectivement tout un travail on a pensé comme des planificateurs militaires en fait, hein. Et donc on a pensé vraiment de manière assez froide hein, ce que ça veut dire utiliser des armes nucléaires. Alors certains trouvent ça tabou, mais c'est ce qu'on voit avec le schéma, c'est on parle de formules un peu abstraites, qu'on peut convertir un peu en tableau pour se faire des pourcentages de combien de personnes peuvent décéder, de survivants, etc. De, de puissance explosive requise pour détruire la ville ou plusieurs parties de la ville. Et si on mettait en action, on le ferait sans doute avec des choses de ce type, donc sur le plus sophistiqué, parce que bon, les militaires ont des logiciels, des formules confidentielles, etc. Mais voilà, c'est l'idée un peu générale de la façon dont les choses fonctionnent et on va dire des enjeux un peu, simplement éthiques hein, qui existent autour de ces armes. En fait, en soi, c'est les armes nucléaires, elles sont pas, c'est pas le problème que des armes nucléaires existent qui est embêtant. Ça, c'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est tout ce qu'on a vu dans cet article, hein, c'est-à-dire toute la bureaucratie, tout le côté rationalisation de la mort qui inévitablement se met en place quand on souhaite, même sur le papier, utiliser ces armes. C'est ça qui devrait
Vous inquiétez parce que très souvent dans les discours, on dit, enfin moi je trouve, on dit souvent les armes nucléaires, oui, c'est pas bien, c'est pas éthique. Simplement, c'est un peu abstrait. Donc là, simplement l'intérêt de cet article, c'était vraiment de comprendre ce que ça veut dire concrètement. Et donc vous avez des gens dans des pays, en tout cas dans les pays qui ont l'arme nucléaire, s'ils ont des plans, ce qu'ils ont de plans tout un plan de contingence pour utiliser ces armes. C'est-à-dire si un jour il faut les mettre en action, ils savent hein, ce qu'il faut mettre comme puissance explosive, à telle altitude, à quel endroit, etc. sur telle ville. Donc c'est pas de la théorie du complot, c'est simplement de la planification militaire. Bon, et en plus ça de manière assez basique, mais c'est à peu près dans cet état d'esprit que ça pardon, fonctionne. Et pour conclure l'article, je parle un peu de NukeMap dont je parlais tout à l'heure. Donc je reprendrai l'exemple avec, bon ici c'est Toul, c'est une toute petite ville. Donc comme j'avais montré, moi j'ai volontairement optimisé pour les calculs, parce que moi je mets en œuvre ma formule et puis mes calculs qu'un militaire. Mais qu'est-ce qui se passe si on rebascule un peu sur les valeurs par défaut? Donc en général c'est 5 ici. Ben, ce qui va se passer tout simplement, c'est ce que je montrais. En gros, vous avez une version un peu édulcorée de ce qui pourrait arriver. Donc là, c'est une altitude qui est volontairement, je dirais, euh, pas optimisée. Donc c'est ce dont je parle dans l'article. En fait, quand les gens utilisent par défaut EnucMap, ils voient cette version pas optimisée. Donc bon, je dis pas que c'est moins grave, mais ils voient la version, on va dire, un peu light en fait. Et donc, ce qu'on voit un peu des fois l'utilisation de NukeMap, c'est que souvent, en tout cas, c'est comme ça que les chiffres sont présentés des fois quand le modèle est utilisé dans la presse, et souvent les gens réincorporent les chiffres des blessés. Mais il y a plusieurs problèmes avec NukeMap, c'est que bon, moi je parviens à reproduire des chiffres à peu près similaires sur différentes villes, etc. Avec une formule assez basique. NukeMap, par contre, ne fournit pas sur son site une méthodologie précise de comment il estime simplement les décès, etc. Donc, enfin, on arrive à des chiffres un peu similaires avec une formule publique, mais on ne sait pas exactement comment NukeMap, par contre, fait son calcul, et notamment pour les blessés, en fait, on ne sait pas comment NukeMap compose son estimation. Je parle de quelque chose qui est un peu intéressant, parce que NukeMap ne permet pas toujours de bien faire une estimation, même des fois avec simplement 3 cibles, hein, où vous avez ce qu'on appelle en anglais de l'overlapping, c'est-à-dire que, bon, là, par exemple, je vais en mettre une deuxième. Mais vous pouvez avoir sur une ville, bah, par exemple, deux explosions sur une conurbation qui se chevauchent un peu, et à un moment, le logiciel n'arrive pas à faire des calculs. Donc moi, par exemple, quand j'ai dû recomposer, enfin, comparer mes estimations sur des grandes mégapoles avec NukeMap, il a fallu un peu tricher, c'est-à-dire faire les deux premières, une autre. Enfin, c'est pas parfait, mais ça permet de se donner un peu une idée. Et donc, notamment, je pense que ça vient de la méthodologie du logiciel qui s'appuie en fait sur euh, des documents des années 70 où souvent on avait une vision un peu, pas simpliste, mais euh, peut-être moins, je sais pas, tactique ou stratégique du sujet. Donc souvent le modèle un peu que je montre au début, hein, c'est-à-dire on met une grosse bombe au milieu de la ville, mais dans la pratique c'est souvent sans doute pardon, plus compliqué. Donc c'est pas pour faire la morale, mais simplement d'expliquer que bah, les gens ils verront jamais en fait. Enfin, beaucoup de gens ne verront jamais vraiment ce que ça donne sur NukeMap quand c'est optimisé comme des militaires, et donc notamment ce fameux cercle rouge. C'est vraiment la zone un peu de destruction totale. Donc ce qui pèse beaucoup en fait hein, dans les estimations de personnes qui malheureusement peuvent être amenées à mourir. Et également les blessés. Bon ça on ne connaît pas la façon dont on fait le travail, mais ça permet un peu de réfléchir là-dessus. Donc voilà, donc c'était le but de l'article, donc de comprendre un peu les enjeux autour de ces armes nucléaires. Et je trouvais un peu comment on dirait, un peu il y a une sorte de point aveugle, je trouve, dans l'espace public, sans prendre parti, en plus, avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Vous avez des gens qui sont, bon, vous avez des fois des discours sur bah, anti-nucléaire, un peu, voilà, il faut pas d'armes nucléaires, souvent en référence un peu abstraite à Hiroshima et Nagasaki, des gens qui insistent beaucoup, il faut les armes nucléaires parce que bon, pour des histoires, pour des choses légitimes, hein, enfin pas des histoires d'ailleurs, des sujets importants de souveraineté nationale, mais je trouve que ce qui sera important, c'est que notamment dans des pays comme la France, bon, parce que moi je suis français, euh, des pays qui ont l'arme nucléaire, qui peuvent la mettre en service, qui ont sans doute des plans pour savoir où et comment ils veulent les utiliser, qu'il y ait des débats simplement transparents sur ce que ça veut dire d'un point de vue éthique et moral de les mettre en œuvre. Et donc, ce qu'on montre avec, tout au long de l'article, et ce qu'on montre avec ce sorte de petite infographie un peu simplifiée, c'est-à-dire que bah, ce n'est pas du hasard. Si un jour demain, je sais pas moi, euh, la France ou un autre pays devait envoyer une arme nucléaire sur une ou plusieurs villes, ce serait pas, on prendrait pas n'importe quelle arme nucléaire, l'altitude serait pas au pif.
il y a des calculs, il y a de l'optimisation, il y a un stock à utiliser, comme j'ai montré, même si c'est un sujet tabou. Et donc, bah, les armes nucléaires, je pense que ce qui me fait le plus peur pour y avoir travaillé longtemps, c'est pas un hiver nucléaire abstrait, c'est pas le côté c'est pas bien. Ce qui me fait peur, c'est bah, tout ce process d'optimisation qui est nécessaire derrière pour les faire fonctionner. Mais en plus, un process qui implique, bon, par exemple, un pistolet ou un tank, bon, ça peut tuer des personnes. Mais là, enfin, c'est fait pour d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les armes nucléaires, quand vous avez une arme nucléaire qui tombe même sur une ville moyenne, une petite ville, c'est 10 000, 100 000 ou je sais pas combien de personnes qui vont malheureusement mourir d'un coup. Et tout ça fait l'objet de beaucoup d'optimisation parce qu'il faut une altitude, il faut un kilotonnage, mégatonnage précis. J'ai montré sur les conurbations, il faut penser en termes d'architecture urbaine, etc. Donc c'est loin d'être neutre. C'est pas comme tirer au pistolet dans un mur, par exemple, hein. Là, il s'agit vraiment bah, de savoir comment on va pouvoir rationaliser la mort sur des villes où, faut le dire, au-delà du côté un peu stratégique que peut avoir une ville, une usine, une centrale, etc., majoritairement, ce sont des civils. Et donc, bah, ce sont simplement hein, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui n'ont souvent rien à voir avec ce qui se passe. Et le drame avec les armes nucléaires, c'est que, bon, euh, on a des images de bombardements un peu classiques avec des bombes, pas comme bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça, c'est déjà grave. Mais là, les armes nucléaires, c'est un côté, bon, quand on voit les images d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est indiscriminé. C'est-à-dire quand la bombe va exploser, qu'elle soit de 500 kilotonnes, d'un mégatonne ou de ce que vous voulez, je veux dire, elle va tout détruire. Il n'y a même pas de. À part choisir un peu l'endroit un peu approximatif où on l'a fait exploser en altitude, une fois qu'elle va exploser, ça va tout détruire, ça va tuer tout le monde et ce ne sera pas quelques personnes. Les gens ne peuvent rien faire. Des bombardements un peu classiques comme pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, les gens pouvaient se mettre dans un bunker, dans un abri. Là, quand ça explose, une arme nucléaire, il n'y a absolument rien à faire. Les gens ne peuvent rien faire devant. Et donc voilà, donc c'était le but de cet article, c'était vraiment de penser. Moi, bon, je parle pour moi, pour avoir travaillé beaucoup sur le sujet. Quand aujourd'hui, là, moi j'ai publié l'article en janvier 2025, mais là, il n'y a pas longtemps, c'était début février, j'ai revu des images de l'occasion, un truc à la télé sur Hiroshima, et ben j'ai mentalement, je n'ai plus que penser à tout ce qu'il a fallu faire comme calcul, toute la planification, la rationalisation pour faire exploser l'arme et puis avoir malheureusement ce qui s'est passé au sol. Donc après, c'est pas cet article, enfin ce travail n'est pas militant, mais je pense que c'est intéressant que les gens puissent comprendre la logique de bout en bout et se faire leur opinion et surtout comprendre que les armes nucléaires, c'est pas abstrait, ça n'a pas ce côté punition divine, ce sont des armes. euh, il y a des stocks, il y a plein de choses à faire, etc. Et si ça devait arriver, ça ne serait pas simplement le fruit du hasard. Donc voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. Et donc, cette fois-ci, vous pouvez mettre un pouce ou un commentaire. Voilà.